Imaginez un match de football où l'arbitre a 92 ans, les joueurs 20 ans et où l'arbitre refuse de siffler la fin du match depuis 43 ans. Bienvenue dans la politique africaine en 2025. Sauf qu'ici, l'enjeu n'est pas un trophée, c'est l'avenir de 300 millions de jeunes. Vous avez 20 ans, votre président était déjà au pouvoir quand vos grands-parents étaient jeunes. C'est la réalité choquante pour des millions de Camerounais et d'Ivoiriens aujourd'hui. Paul Biya, 92 ans. Alassane Ouattara, 83 ans. Deux hommes qui gouvernent depuis si longtemps qu'ils sont devenus des monuments vivants d'une époque révolue. Mais voici le paradoxe qui devrait vous glacer le sang. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde, avec un âge médian de 19 ans. Pourtant, elle est dirigée par certains des leaders les plus vieux de la planète. Cette contradiction explosive est au cœur de notre analyse aujourd'hui. Nous décryptons les forces profondes qui façonnent notre continent. Si vous voulez comprendre les véritables enjeux du pouvoir en Afrique, abonnez-vous et activez la cloche. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, rejoignez notre communauté de membres Afrostratège, le lien est dans la description. Paul Biya. Ce nom résonne comme une énigme dans l'histoire africaine contemporaine. Surnommé le Sphinx d'Etoudi, du nom du palais présidentiel de Yaoundé, il règne sur le Cameroun depuis 1982. 43 ans. 43 ans. Pour mettre cela en perspective, 75% de la population camerounaise est née après son arrivée au pouvoir. Il est littéralement le seul président qu'ils aient jamais connu. Mais ce qui rend Biya unique, ce n'est pas seulement sa longévité, c'est sa stratégie du silence. Alors que d'autres dirigeants paradent et proclament, Biya disparaît. Il peut s'absenter du pays pendant des semaines, voire des mois, sans explication. Les Camerounais l'appellent le président absent. En 2019, il a passé près de 60 jours à l'étranger, principalement à Genève, dans son hôtel de luxe favori. Cette absence n'est pas une faiblesse, c'est le cœur de sa stratégie. En étant partout et nulle part à la fois, Biya a cultivé une aura de pouvoir intouchable, presque mythique. C'est le pouvoir de l'invisible, du mystère. Quand vous ne savez pas où est votre dirigeant, quand vous ne comprenez pas ses mouvements, vous ne pouvez pas l'attaquer efficacement. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, n'est pas simplement un parti politique, c'est l'État lui-même. Depuis l'ère du parti unique, le RDPC a fusionné avec chaque levier du pouvoir, de la plus petite administration locale à la Cour suprême. C'est ce que j'appelle le contrôle institutionnel total. Prenons les élections. Au Cameroun, ce ne sont pas des compétitions d'idées, mais des rituels pour réaffirmer la structure du pouvoir existante. Et les CAM, l'organe électoral et le Conseil constitutionnel sont remplis de loyalistes qui valident systématiquement les victoires de Biya. L'élection présidentielle d'octobre 2025 en est l'exemple parfait. Maurice Kamto, principal opposant, a été simplement interdit de se présenter. Assassinat politique par paperasse administrative. Une tactique classique de Biya. Pendant la campagne, Biya n'est apparu qu'une seule fois en public, préférant passer 10 jours en Europe pour un voyage privé. Pensez-y, un président en campagne qui ne fait même pas de campagne. Cela vous dit tout sur son niveau de certitude quant aux résultats. Et effectivement, les résultats provisoires lui donnent 53% des voix, contestés évidemment par l'opposition. Issa Chiroma, le candidat de l'opposition qui s'est autoproclamé vainqueur avec 60% des voix, a appelé à des manifestations pacifiques. La réponse ? Interdiction des coalitions d'opposition, qualifiées de illégales. Les affrontements ont déjà fait au moins 4 morts. Si Paul Biya gouverne par le mystère, Alassane Ouattara règne par une autre méthode. Pour comprendre Ouattara, il faut comprendre le traumatisme des guerres civiles ivoiriennes. Entre 2002 et 2011, le pays s'est déchiré, culminant avec une crise post-électorale brutale qui a fait plus de 3000 morts. Alassane Ouattara, ancien haut fonctionnaire du FMI, a pris le pouvoir en 2011 après que son prédécesseur Laurent Gbagbo avait refusé de concéder la défaite. Dès le premier jour, Ouattara a bâti sa légitimité sur une promesse simple mais puissante. Je reconstruirai ce pays et je ne le laisserai jamais retomber dans le chaos. Et en surface, il a tenu parole. Sous son règne, la Côte d'Ivoire a connu l'une des croissances économiques les plus rapides d'Afrique. Abidjan brille avec de nouvelles routes, des ponts, des gratte-ciels. Le PIB a presque doublé en 10 ans. C'est le premier pilier de la méthode Ouattara. Il n'est pas qu'un politicien. Il est le gestionnaire indispensable de la prospérité nationale. Le message est clair. Votre bien-être est lié à mon leadership. Toute alternative est un risque que vous ne pouvez pas vous permettre. Mais la croissance seule ne garantit pas le pouvoir éternel. Le deuxième pilier, plus controversé,
est la manipulation de la Constitution. La Constitution ivoirienne originale limitait les mandats à 2. Après 2 mandats, Ouattara aurait dû partir. Mais en 2016, coup de théâtre, il fait adopter une nouvelle Constitution. Son gouvernement argumente que cela crée une 3e république, remettant le compteur des mandats à 0. Cette gymnastique juridique lui permet de briguer un 3e mandat controversé. Quand son successeur désigné meurt soudainement, Ouattara déclare que c'est de toute façon son devoir de rester pour la stabilité. Maintenant, à 83 ans, il brigue un 4e mandat en 2025. Et il a déjà intéressé qu'un 5e mandat en 2030 n'est pas exclu, s'ils se sont nécessaires. Quand la loi est un obstacle, la solution est de changer la loi. La Constitution est devenue un outil pour légitimer l'extension du pouvoir, pas pour le limiter. Le 3e pilier est l'instrumentalisation de la mémoire. Le fantôme de la guerre civile plane toujours sur la politique ivoirienne et Ouattara l'utilise habilement. Toute opposition à son règne est présentée comme un pas dangereux vers la violence et l'instabilité. Les manifestations contre son 3e mandat ont été réprimées durement, le gouvernement avertissant qu'il ne tolérerait aucun désordre. Cela crée un effet dissuasif puissant. Beaucoup d'Ivoiriens, surtout les plus âgés qui ont vécu la guerre, sont terrifiés à l'idée d'y retourner. Ils n'aiment peut-être pas la prolongation du règne de Ouattara, mais ils craignent l'alternative. Il s'est positionné comme le seul garant de la paix, forçant un choix impossible, accepter l'érosion de la démocratie ou risquer un retour au conflit. Comme Biya, Ouattara est passé maître dans l'art de vider le terrain politique, mais ses méthodes sont plus juridiquement sophistiquées. Ses 2 plus grands opposants pour 2025 étaient l'ancien président Laurent Gbagbo et l'ancien PDG de Crédit Suisse Tidjane Thiam. Les deux ont été efficacement écartés. Gbagbo a été radié des listes électorales en raison d'une condamnation antérieure. Thiam, figure internationalement respectée, a été disqualifié pour double nationalité. Un tribunal a statué que, puisqu'il avait autrefois détenu un passeport français, il était inéligible, même s'il y avait renoncé. Avec ses 2 plus grands rivaux légalement éliminés, Ouattara affronte une élection sans challenger crédible. Cela crée une façade de démocratie. Il y a un vote, il y a d'autres noms sur le bulletin, mais la compétition a été neutralisée avant même le début de la course. Pendant des décennies, les tactiques de leaders comme Biya et Ouattara ont fonctionné. Mais maintenant, ils font face à une force plus puissante que n'importe quel rival politique, la démographie. L'Afrique est le continent le plus jeune du monde. Plus de 60% de sa population a moins de 25 ans. L'âge médian au Cameroun est de seulement 19 ans. En Côte d'Ivoire, c'est environ 20 ans. Cela crée un gouffre générationnel vertigineux. Les dirigeants ont 80 et 90 ans, tandis que les peuples qu'ils gouvernent ont entre 15 et 25 ans. Ce n'est pas qu'un chiffre. C'est la plus grande source de pression politique sur le continent. Pour des millions de jeunes Camerounais ivoiriens, c'est leur vie. Ils grandissent dans des pays dirigés par des hommes au pouvoir depuis avant la naissance de leurs parents. Ils voient une croissance économique qui ne crée pas d'emploi pour eux. Ils voient un système politique sans siège à la table, sans voix pour leur avenir. Les vieux récits s'effondrent. La promesse de stabilité ne signifie rien pour un jeune sans emploi. Le souvenir d'une guerre civile qu'ils n'ont jamais vécue est moins réel que la lutte quotidienne pour les opportunités. Cette frustration déborde, et elle est amplifiée par un outil que la vieille garde ne peut pas contrôler, Internet. Les réseaux sociaux sont le grand égalisateur, un espace de dissidence qui contourne la télévision contrôlée par l'État. Les mouvements menés par des jeunes comme Ensars au Nigeria, Fees Must Fall en Afrique du Sud et les manifestations anti-taxes au Kenya montrent comment la colère en ligne peut créer une pression réelle. Les jeunes au Cameroun et en Côte d'Ivoire font partie de cette vague, utilisant Twitter, Facebook et WhatsApp pour s'organiser, partager des informations et construire un objectif commun que les vieilles divisions ethniques et régionales ne peuvent briser. C'est le choc fondamental. Les objets immobiles que sont Biya et Ouattara font face à la force irrésistible d'une génération jeune, connectée et exigeante. Les vieilles tactiques perdent leur emprise. Vous pouvez fermer un journal, mais c'est beaucoup plus difficile de fermer 1 million de smartphones. Vous pouvez emprisonner un leader de l'opposition, mais vous ne pouvez pas emprisonner toute une génération. Mais où est la communauté internationale dans tout cela ? Principalement sur la touche. Les puissances occidentales, en particulier l'ancienne puissance coloniale France, ont souvent privilégié la stabilité et les intérêts stratégiques, comme la lutte antiterroriste et les affaires, plutôt que la démocratie. Le passé éphémère de Ouattara et sa position pro-business en font un partenaire fiable. Le rôle de Biya dans la sécurité régionale l'emporte souvent sur les préoccupations concernant son bilan démocratique. Cette acceptation silencieuse a donné aux deux dirigeants une marge de manœuvre cruciale. Mais cela devient même plus difficile à maintenir. Le spectacle d'hommes dans leurs 90 ans s'accrochant au pouvoir sur un continent débordant d'énergie genéville devient un embarras mondial.
Les histoires de Paul Biya et Alassane Ouattara sont les derniers chapitres d'un vieux livre sur la politique africaine. Ils sont les produits d'une époque où le pouvoir se gagnait en maîtrisant les institutions étatiques, en manipulant les lois et en montant les rivaux les uns contre les autres. Biya, le sphinx, l'a fait avec le silence et le mystère. Ouattara, l'architecte, l'a fait avec un marché, la croissance économique contre la liberté démocratique. Ils ont tous deux perfectionné l'art de la survie politique. Mais le sol se dérobe sous leurs pieds. Ils sont les derniers de la vieille garde, gouvernants de jeunes nations qui en ont marre d'attendre. La marée démographique tourne et les outils du XXIe siècle donnent du pouvoir à une génération qui demande plus que la stabilité. Elle demande des opportunités, une voie et un avenir. Les tactiques qui ont fonctionné si longtemps ont été conçues pour un monde d'informations fermé, pas pour le monde hyperconnecté et profondément impatient d'aujourd'hui. Biya et Ouattara peuvent bien gagner leurs prochaines élections. Les systèmes qu'ils ont construits sont conçus exactement pour cela. Mais leurs victoires seront un hommage au passé, pas une réponse pour l'avenir. Ils sont les dernières vagues d'une marée descendante, s'accrochant au rivage alors que l'océan d'une nouvelle Afrique gonfle derrière eux. Leur règne prouve que si vous pouvez retarder l'avenir, vous ne pouvez pas l'arrêter. L'ère de la vieille garde se termine, non seulement parce qu'ils sont vieux, mais parce que leurs méthodes sont obsolètes. Alors, qu'en pensez-vous? Ces leaders sont-ils un mal nécessaire pour la stabilité? Ou sont-ils le principal obstacle au progrès? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si cette analyse vous a éclairé, likez cette vidéo et abonnez-vous à Afrostratège. Et pour continuer à décrypter les forces qui façonnent l'Afrique, regardez notre dernière vidéo, la vignette apparaît à l'écran.